Ce matin à Amdiaras, le président du Conseil souverain du Soudan, Abdel Fattah al-Burhan, les échanges ont porté sur la coopération économique et sécuritaire entre le Tchad et le Soudan. Suite aux grosses pluies enregistrées hier nuit et ce matin, la population de la ville de N'Djamena vit dans une situation difficile. Des habitations, hôpitaux ainsi que voies de communication envahies par les eaux de pluie. Les inondations dans la capitale, le sujet est au centre d'une réunion présidée par le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence, et rencontre qui a débouché sur plusieurs décisions portant sur des actions urgentes. Et puis les Nations Unies accompagnent le gouvernement du Tchad. Elles ont offert de matériel et équipements au ministère de la Santé publique d'un montant de 50 millions de francs CFA. Le don est destiné à 15 provinces du pays. Voilà, c'est tout pour les titres. Très heureuse de vous retrouver. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue aux 20h. Le maréchal Idriss Déby Itno a reçu en audience ce matin le président du Conseil souverain du Soudan, Abdel Fattah al-Burhan. L'audience s'est déroulée à Amdiaras, chef-lieu de la province de l'Est. Dabayo Marsoni. Le président du Conseil souverain du Soudan, Abdel Fattah al-Burhan, effectue une visite de courtoisie à Amdiaras, un an après la signature de l'accord entre les militaires et la contestation au Soudan. Un accord qui débouche sur une sortie de crise après la chute de l'ex-président soudanais le 11 avril 2019. Le président du Conseil souverain est accueilli par des officiels tchadiens à l'aéroport du chef-lieu de la province de l'Ennedi-Est. Il s'agit entre autres du ministre de la Sécurité publique Mohamed Tairouzi, du ministre de la Défense Mohamed Abbali Salah, la secrétaire d'État aux Affaires étrangères Evelyne Fakir, le gouverneur de l'Ennedi-Est, Ngarboudjim Meder Jacob, et le maire de la ville d'Amdiaras, Aboud Hashim Bouder. Au palais présidentiel d'Amdiaras, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, a réservé un accueil chaleureux et fraternel à son hôte des marques. Cette visite d'échange et de consultation permet d'une part de redynamiser la coopération entre le Tchad et le Soudan, deux pays frères liés par l'histoire. Deux points culminants de cette rencontre, la sécurité et l'économie. Dans le cadre bilatéral, les deux parties ont évoqué la question de la sécurité transfrontalière, la lutte contre le terrorisme, la libre circulation des biens et des personnes et le dossier économique avec un accent particulier sur le port Soudan. Le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno a félicité le Conseil souverain soudanais pour les efforts consentis dans le cadre de la transition démocratique. Les deux officiels ont également partagé des points de vue sur des dossiers sécuritaires internationaux. À sa sortie de la rencontre, le président du Conseil souverain du Soudan, Abdel Fattah al-Burhan, a confié à la presse l'excellente relation de coopération et de fraternité entre le Tchad et le Soudan. Il a remercié le Tchad, un pays qui joue un rôle prépondérant dans la sécurité internationale et surtout le retour à la paix au Soudan. Le président du Conseil souverain du Soudan, Abdel Fattah al-Burhan, a félicité le maréchal du Tchad pour son élévation à cette dignité par l'Assemblée nationale. Cette rencontre de haut niveau économique et sécuritaire a vu également la participation du ministre des Finances, Tahir Hamid, celui de l'administration du territoire, Mohamed Ismaël Chaibo, et les membres du cabinet civil et militaire du maréchal du Tchad. Le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Khalzé Pamdebe, a présidé cet après-midi la réunion de la commission spéciale pour le recrutement de 16 600 diplômés à la fonction publique. La réunion s'est déroulée au palais présidentiel. C'est sous la houlette du président de la commission spéciale pour le recrutement de 16 600 diplômés à la fonction publique, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Khalzé Pamdebe, que cette réunion s'est déroulée. L'arithmétique et plus particulièrement la règle des 3 s'est invitée au débat. Tenez, sur 20 000 diplômés à recruter à la fonction publique, 3 400 sont déjà recrutés. Les places à pourvoir
sont de 16 600 avec exactitude. Les besoins exprimés par tous les ministères en matière d'intégration s'élèvent à 27 742. À ce jour, 20 août 2020, 57 000 dossiers sont en instance d'intégration à la fonction publique. Le ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue social, Ali Mbodou Mboudoumi, appuyé du directeur général de son département ministériel, Tom Chérif Bellio, par ailleurs président de la cellule technique d'appui à la commission spéciale pour le recrutement de 16 600 diplômés à la fonction publique, propose à l'assistance deux scénarios. Le premier scénario, consistant à appliquer un abattement de 40% sur les besoins exprimés par chaque département ministériel, sans exception, est adopté après un débat dirigé de main de maître par le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Payimi Debe. Ainsi, 60% des besoins de chaque ministère en matière de recrutement à la fonction publique sont accordés. Exemple, le ministère de l'Enseignement supérieur, qui a exprimé un besoin de recrutement de 2272 agents, verra 1359 intégrés effectivement. Le ministère de la Communication, qui a émis le souhait d'intégrer 400 diplômés, aura avec exactitude 239 places représentant les 60% de ses besoins. Les clés de répartition par ministère connues, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Payimi Debe, a ordonné à la commission d'accélérer la cadence en commençant par recruter 150 femmes dans divers ministères, instruction du maréchal du Tchad, président de la République, chef de l'État Idriss Déby Itno, les lauréats des différentes écoles nationales, les contractuels scientifiques du ministère de l'Éducation nationale qui sont déjà opérationnels sur le terrain. Transparence et égalité des chances, telles sont les dernières instructions du ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Payimi Debe, avant de lever la séance. La population de la ville de N'Djamena vit une situation difficile suite aux grosses pluies enregistrées hier nuit et ce matin. D'énormes dégâts matériels enregistrés, des habitations, hôpitaux ainsi que voies de communication envoyées par les eaux de pluie. C'est ce qui ressort du constat fait sous la pluie par notre reporter Amadé Abbas. Une ou des grosses pluies et voici la ville de N'Djamena quasiment dans l'eau. La population est sous le choc. Dans certains quartiers, des habitations se sont écroulées. On déplore des blessés et des pertes en vie humaine. S'agissant de la circulation, au premier coup d'œil, c'est l'état des artères principales de la cité capitale qui sont prises en otage par les eaux de pluie, ce qui rend la circulation difficile pour les usagers de tous bords. En voiture ou en moto, il faut redoubler de vigilance et assez de gymnastique pour éviter tout risque. Comme ici au quartier Champ des Fils, boutiques et habitations sont envoyées par les eaux pluviales avec toutes les conséquences qui en découlent. À l'image de cette dame qui dit avoir tout perdu. Ma maison est complètement dans l'eau, je suis obligé d'être à la porte puisque je ne sais pas quand la maison va s'écrouler sur nous, se lamente cette citoyenne. Même cas de figure au quartier Amriguébé, toujours dans la commune du 5e arrondissement où les eaux de pluie imposent leurs lois face à une population impuissante, mais qui ne pointe que son doigt accusateur sur les autorités municipales. Ici, les canaux de drainage en manquent cruellement. L'avenue Mohamed Abbasseï dans la commune du 8e arrondissement est méconnaissable. Pour ne pas dire transformée en mare, cette voie présente une image qui laisse à désirer. L'hôpital de l'Amitié Tchad-Chine n'est pas épargné par les effets de pluie. L'accès est difficile, très difficile même. Seuls les automobilistes sont les maîtres du terrain. Plus loin d'ici, un autre endroit du quartier Goudji, appelé deuxième barrière, vit la même situation. La montée des eaux inquiète plus d'un.
La population riveraine est sous la menace réelle. Le commissariat du 10e arrondissement est totalement englouti. Ici, il faut appuyer sur l'accélérateur et s'assurer de la puissance du moteur de sa voiture pour franchir la barrière. À l'hôpital de Gozotor, dans la commune du 10e arrondissement, c'est un véritable parcours de combattants. Pas d'accès pour le corps soignant, moins encore les patients. La structure sanitaire est complètement dans l'eau. Les personnels qui se réservent de tout commentaire appellent à une prompte intervention, non seulement pour travailler, mais pour sauver des vies. Les agents tournent leurs regards vers les autorités municipales pour une intervention d'urgence, surtout que la météo annonce des fortes pluies dans les jours à venir. Vivement, la mairie est interpellée. Les inondations dans la capitale, le sujet au centre d'une réunion présidée par le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence. La rencontre à laquelle ont participé ministres et maires des communes a débouché sur plusieurs décisions portant sur des actions urgentes. Il faut sauver N'Djamena, c'est le maître mot de la rencontre au cours de laquelle l'action a été mise sur ce qui est à faire dans l'immédiat pour empêcher que la situation ne se dégrade davantage. L'on ne peut rester les bras croisés, a rappelé dès l'entame de la réunion le ministre d'État, Kalezebe Paimi Debe, qui a donné la parole aux ministres concernés et aux maires. Chacun, en fonction de l'appréciation de la situation, a fait valoir ses propositions. Ce qui est entrepris sur le terrain, à en croire le maire de la ville de N'Djamena, Oumar Boukar, n'a pas suffi pour contenir les inondations. La ville de N'Djamena, surtout dans les arrondissements périphériques, sont sous l'eau. Et c'est pourquoi son Excellence, Monsieur le ministre d'État, nous a conviés avec les ministères techniques. Nous avons fait l'état du lieu, nous avons présenté toute la situation parce que nous avons entre les mains tous nos plans d'action et on a donc exposé. Mais malgré les efforts qu'on est en train de faire, nous sommes dépassés puisque cette année, la saison des pluies s'annonce très forte. La forte pluviométrie et le niveau d'inondation déjà atteint ne laissent pas du temps à autre chose que l'action. Ce dont ont besoin les communes a été décliné à la lumière d'un plan d'urgence déjà élaboré par la délégation générale du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena. Des actions urgentes sont à mener dans l'immédiat, telle en a décidé la réunion en priorisant les zones les plus critiques. Nous sommes en train de vouloir maintenant envisager des actions d'urgence. Nous allons convier certaines entreprises citoyennes, des grandes entreprises qui seront là, et également certains de nos partenaires. Également, nous ne manquerons pas de lancer un vibrant appel à toutes les bonnes volontés pour venir au secours de tous nos concitoyens. Parce que là, vous savez, ce phénomène d'inondation cette année est un problème assez sérieux. C'est pourquoi le gouvernement, à travers le ministre d'État, a pris les choses en main. L'ampleur des inondations fait également planer des risques de déplacement des sinistrés et d'épidémies. La question n'a pas été perdue de vue par le gouvernement qui compte se donner des moyens afin d'éviter une complication de la situation et plus largement de trouver des solutions pérennes au phénomène cyclique des inondations. Ministère de la Santé publique, une réunion d'urgence s'est tenue sur la situation des drainages des eaux de pluie de la ville de N'Djamena qui constitue un grand risque pour la population en cette période de crise sanitaire. En prépare cette rencontre, le ministre de la Santé Abdoulaye Sabouk Fadoul, sa collègue de l'habitat Amina Emir Torna et le délégué général du gouvernement près de la commune de N'Djamena, Mohamed Zain Al-Hadjaya. Le point avec Mariam Hassanissi. Suite aux pluies diluviennes enregistrées ces derniers jours en N'Djamena, causant ainsi d'énormes dégâts, le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale est préoccupé de la crise sanitaire de la Covid-19 et d'autres épidémies qui peuvent surgir à tout moment si des mesures n'ont pas été prises. C'est pourquoi il a convoqué cette réunion qui a regroupé les premières autorités de la mairie de N'Djamena et les maires des 10 communes ainsi que les partenaires techniques et financiers pour des dispositions afin d'évacuer au plus vite les eaux de pluie. Évacuer davantage les eaux qui sont stagnantes aujourd'hui. Donc ce sont les premières actions qui sont importantes. Parce que pour le moment, l'eau ne circule pas. Et dans ces programmes qui est en train d'être multipliés, il y a une stratégie, il y a un plan en tout cas qui est prévu pour l'évacuation des eaux. Mais comme les travaux qui doivent être faits n'ont pas été faits, ça complique la chose. Et c'est en ce sens-là que les interventions de vous
est importante et déterminante pour essayer de fluidifier un peu la circulation de l'eau. Il ressort de cette réunion un plan d'action d'urgence de curage des caniveaux, des dispositifs de pompage d'eau et le drainage des eaux vers les bassins de rétention. Ceci pour éviter toute contamination ou éventuelle épidémie. Effectivement, nos priorités aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ce n'est pas seulement d'avoir des motopompes supplémentaires, mais de pouvoir les rendre fonctionnels et opérationnels. Pour le maire de la ville de N'Djamena, Oumar Boukar Gana, le problème est cerné et les concernés sont identifiés. Il ne reste des actions à entreprendre avec l'appui des partenaires. La fin de ces grosses pluies n'est pas pour demain. Nous allons continuer à risquer de fortes précipitations jusqu'à la fin du mois d'octobre, selon Tikri Kadebe Lambert, directeur d'exploitation et d'application météorologique. Suivez Tikri Kadebe Lambert dans des propos recueillis par Ali Mamat Bello. L'année sera d'abord une année humide, et ça veut dire qu'une année humide suppose que elle sera bonne sur l'étendue du territoire. Par contre, il y aura quand même des postes de sécheresse dans certaines régions où probablement il y aura rupture de pluie. Et c'est ce qu'on est en train d'observer un peu dans la région du Sud. Ces grosses pluies sont sujettes des zones d'Est, c'est-à-dire des flux qui viennent de l'Est. Et c'est cela qui se renforce en fonction de l'humidité, de l'épaisseur de la mousson, si vous voulez. L'épaisseur de la mousson qui est vraiment dense. Ce que vous êtes en train de vivre en ce moment prouve à suffisance que nous allons continuer à enregistrer ces genres de grosses pluies. Et comme on a prévu une fin tardive de la campagne agricole, ça veut dire qu'on peut continuer à enregistrer ces pluies-là jusqu'à fin octobre, pourquoi pas. Et c'est tellement qui vient juste de nous parvenir. Troisième réunion virtuelle de chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur l'évaluation de la situation de la maladie à coronavirus en Afrique. Cette rencontre a permis aux chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine d'explorer des pistes de solutions pour contenir le virus afin de relancer l'économie africaine. Le président en exercice de la SINSAT, le maréchal Élisée Bitno, a été représenté par le ministre des Affaires étrangères. Le spectre de la pandémie à coronavirus plane encore sur l'Afrique. L'Afrique est à plus d'1 million de personnes infectées avec plus de 20 000 cas de décès. Un chiffre alarmant qui impacte négativement sur le développement socio-économique du continent africain, car depuis l'apparition de la pandémie, les différents secteurs de la vie publique sont paralysés. L'Afrique d'une seule voie doit explorer des voies et moyens pour faire face à la flambée de la pandémie. Le ton a été donné à travers cette rencontre virtuelle des chefs d'État africains et du gouvernement sur l'évaluation de la pandémie du coronavirus en Afrique. En s'appuyant sur les travaux des experts de la Commission de l'Union africaine, les chefs d'État africains appellent à une forte mobilisation des ressources financières pour contenir la pandémie. Ils plaident également pour un moratoire en faveur des pays africains et le soutien des banques pour la mobilisation des capitaux. La question liée au vaccin n'a pas été occultée par les intervenants. Les travaux des experts ont été vivement salués par le président en exercice de l'Union africaine, le Sud-Africain Cyril Ramaphosa et le président de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki Mahamat. Ils appellent les peuples africains au respect des mesures barrières et à la vigilance. Intervenant à cette vidéoconférence sur la situation de la pandémie du Covid-19 en Afrique, le représentant du président en exercice de la SINSA, le ministre des Affaires étrangères Amin Abbas Siddique, appelle les pays membres de l'organisation sous-régionale à une forte mobilisation. Suivi. C'est le lieu de féliciter les chefs d'État de la SINSAD qui se sont personnellement investis à travers l'adoption de douloureuses mesures de protection et la prise des mesures de soutien et d'atténuation au profit des populations, en particulier les plus fragiles. Nous devons saluer ensemble le sacrifice des personnels de santé et l'effort de coordination et d'appui du CDC. Excellences, Mesdames et Messieurs, au niveau de la région SINSAD, je suis heureux de faire constater que la solidarité a pleinement fonctionné car des pays membres
ont pu partager leurs expériences, échanger des informations sur les pratiques médicales et ont fourni des assistances mutuelles. Cela doit se poursuivre par l'harmonisation des procédures sanitaires dans les aéroports et aux postes frontaliers terrestres et maritimes. C'est l'occasion pour moi de féliciter les ministres de la Santé qui se sont engagés dans cette voie et qui ont étroitement collaboré avec le CDC dans le cadre de la coordination des efforts. Point n'est besoin de rappeler que les résultats promoteurs obtenus impliquent le maintien et le renforcement de la vigilance et de la surveillance épidémiologique. À suivre l'intégralité de l'intervention du représentant du président en exercice de la SINSAD à la fin de cette édition. La tournée du ministre du Développement touristique, de la Culture et de l'Artisanat dans la partie méridionale du pays se poursuit. Le ministre Apatale a visité les structures déconcentrées de son département hier à Mondou dans le Logone occidental. Yann Moïbi. Mondou, chef-lieu de la province du Logone occidental, capitale économique du Tchad. Au berceau du Dala, les institutions sous tutelle du ministère du Développement touristique, de la Culture et de l'Artisanat fonctionnent en dents des scies. À la Maison de la Culture, première structure visitée, la salle des spectacles toute délabrée est à ciel ouvert. Malgré la pandémie du Covid-19 qui a bloqué presque toutes les activités, l'antenne de l'ONPTA, Office national de promotion du tourisme, de l'artisanat et des arts, qui couvre les deux Logones, se porte relativement bien selon les explications fournies au ministre. Si l'ONPTA n'a presque pas de soucis, c'est tout le contraire à l'agence du BUDRA, Bureau tchadien du droit d'auteur. Le bureau loué n'est ni électrifié ni équipé. Plus ahurissant, le chef d'agence informe qu'il traîne plus de 10 mois d'arriérés de location et l'équipe est en sous-effectif. Lors de la séance de restitution au gouvernorat, le ministre Patale Gio a souligné la nécessité d'entreprendre des actions pour faire décoller les différents secteurs de son département, en particulier l'artisanat. Nous allons former les artisans. Nos artisans ne sont pas formés. Quand nous prenons par exemple des maçons, ils ne savent pas qu'ils sont artisans. Un électricien ne sait pas qu'il est artisan. Or, tous ces métiers-là, c'est de l'artisanat. Donc nous allons former les gens et ramener ces secteurs vers le secteur formel. Le ministre Patale Gio a par la même occasion annoncé que l'État va reprendre la gestion de l'hôtel des chasses de Mondou, actuellement confié à un particulier. Lancement ce matin de l'atelier d'évaluation de la phase pilote de la révision du fichier électoral. C'est le président de la Commission nationale indépendante CENI, Kodi Mamad Bam, qui a procédé au lancement de cet atelier en présence du ministre de l'économie, de la planification du développement, Issa Doubraï. Madame Bissoulka. Les membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI et les partenaires se retrouvent pour évaluer la première phase pilote du processus d'enrôlement des électeurs et de traitement des données collectées. Le premier atelier de renforcement des capacités se veut un creuset d'échanges résilients pour procéder à une évaluation technique selon les différents axes afin de ressortir les forces et les faiblesses du processus d'enrôlement, de renforcer sa fiabilité et sa qualité avant le passage aux prochaines étapes. Les experts ici présents vous présenteront leur expérience basée sur les meilleures pratiques. Cela vous permettra d'assurer la bonne et nécessaire utilisation de ces outils de travail. Les difficultés opérationnelles auxquelles vous pourriez être confrontés, ainsi que les écueils à éviter dans le cadre de cet exercice, vous seront expliqués à travers la présentation des différents thèmes selon un agenda minutieusement calé. Dr Kodi Mahamad Mbam rassure les parties prenantes que cet exercice permettra d'améliorer leurs capacités et performances pour la réussite du processus d'enrôlement, gage d'élections réussies.
La phase pilote du processus d'enrôlement des électeurs, lancée le 8 août dernier, a pris en compte 4 villes du pays, à savoir N'Djamena, Bitkin, Bebidja et Kuba Oulanga. Lutte contre la malnutrition au Tchad, les Nations Unies accompagnent le gouvernement ce matin à l'entrepôt du Programme alimentaire mondial PAM. Elles ont offert des matériels et équipements au ministère de la Santé publique. D'un montant de 50 millions de francs CFA, le don réceptionné par le directeur général du ministère est destiné à 15 provinces du pays. Varelach. Composé essentiellement des moyens roulants, des matériels bureautiques, informatiques et bien d'autres, le tout d'une valeur de 50 millions de francs CFA, ce dont est à mettre à l'actif des Nations Unies au Tchad. Par cette initiative, elle accompagne le gouvernement dans la prise en charge, l'orientation technique relative à la nutrition et à la sécurité alimentaire. L'équipement que vous recevez aujourd'hui est pour vous aider à devenir un membre énergétique de l'équipe SAN dans le cadre du comité technique provincial de la nutrition et l'alimentation. Face à la crise nutritionnelle et alimentaire qui constitue un réel problème de santé au Tchad, le gouvernement et ses partenaires mettent en synergie leurs actions. L'arsenal en termes de facilité tant provinciale que nationale est établi. Il y a une coordination multisectorielle qui est active à tous les niveaux. Le directeur général du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Ismaël Barbachar, exprime sa gratitude aux Nations Unies pour ce don combien important. Merci donc pour ce matériel et ces moyens roulants qui vont certainement nous aider à rehausser, à améliorer la prise en charge ou bien la mise en œuvre de nos activités sur le terrain. Cet appui des Nations Unies au ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement de la gouvernance et de la coordination dont le financement est assuré par l'Union européenne. Le mouvement Trait d'Union lance officiellement ses activités. Ce cadre de concertation et de réflexion vise à soutenir la politique du maréchal Idriss Itno en matière de développement du pays. Bien, Bengueri. Le mouvement Trait d'Union, c'est un cadre de concertation et de réflexion créé par Abdelaziz Ahmad Koulamala. En lançant officiellement les activités, le coordinateur du mouvement affiche sa ferme volonté de soutenir la politique du maréchal du Tchad, le président de la République Idriss Déby Itno, en matière de développement. Le mouvement Trait d'Union n'est pas en fait un parti politique, ni une association, mais c'est un regroupement de réflexion qui va permettre, comme on l'a dit, si vous avez lu notre slogan, et partager à travers nos expériences aussi, soutenir le président Idriss Déby pour qu'il puisse aller de l'avant et conduire ce pays en fait dans la bonne direction. Nous venons en apport, en fait, c'est ça l'objectif de Trait d'Union. Sur le plan militaire, moi je pense que s'il y avait un titre plus que le maréchalat, il le mérite parce que c'est un stratège, et je le dis aussi en toute sincérité parce que nous l'avons vécu sur le terrain. Force dans les échanges d'idées, tel est le leitmotiv du mouvement Trait d'Union qui entend privilégier l'intérêt général. Les membres du jury du baccalauréat de l'enseignement du second degré session d'août 2020 ont fait une descente hier dans quelques centres d'examen de la capitale. Cette visite a permis à l'équipe du professeur Bianzembe Tikri de constater le climat dans lequel se déroulent les épreuves écrites et surtout de constater l'absence d'agents sanitaires dans ces centres. Quand nous voici au fil. La confiance n'exclut pas le contrôle, dit un adage. C'est fort de cette assertion que les membres du jury du baccalauréat de l'enseignement du second degré, session d'août 2020, ont jugé nécessaire d'effectuer cette descente dans quelques centres d'examen de la capitale. Une descente qui a permis à l'équipe du professeur Bianzembe Tikri d'échanger avec les responsables des centres de la conduite des candidats. Tout se déroule bien, cela n'empêche qu'il y ait des cas de fraude par des téléphones, des balistiques. Ils sont disqualifiés. Le président du jury s'est réjoui de l'attitude des examinateurs qui veillent à l'application du règlement instauré par l'Office national des examens et concours du supérieur ONEX. Tout est calme, tout évolue dans de meilleures conditions.
Et surtout aussi les mesures barrières sont respectées, la distance entre les candidats est respectée et également le port des masques. Et ça c'est pour nous encourageant de voir que les choses évoluent dans les meilleures conditions. Nous demanderons toujours aux candidats de compter sur leurs capacités. Une seule fausse note à relever. Contrairement aux années précédentes, l'on constate une absence totale des agents sanitaires. Pourtant, dans certains centres, l'on dénombre des candidats qui souffrent de quelques malaises et celles qui ont accouché, comme l'attestent ces images. Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, les jeunes du cercle des bureaux de soutien en paix ont distribué de masques aux candidats du baccalauréat du centre d'examen de Massaguet dans la province de Adjar-Lamis. Idriss Mouedris. Les membres du cercle de réflexion des jeunes du mouvement patriotique du salut multiplient leurs campagnes de sensibilisation contre la pandémie de Covid-19. Un don composé de masques, de savons et autres matériels ont été remis officiellement au préfet du département d'Araz Albiyar, Filidi Hassan Filidi. Pour les coordonnateurs du dit cercle, son organisation accompagne toujours le gouvernement pour stopper la propagation de cette pandémie. Face à l'abnégation du maréchal du Tchad et la détermination de la coordination nationale de riposte sanitaire à combattre le coronavirus, le CRG-MPS ne peut rester indifférent. Raison pour laquelle le CRG-MPS vous offre un don de kits sanitaires composé de cache-nez, des savons, de l'eau de javel et les lavoirs. Le proviseur du lycée de Massaguet, Mamad Ali Issa, et le préfet de Haraz Albiyar louent les actions des membres du cercle de réflexion des jeunes du MPS. Je tiens à remercier très sincèrement mes frères et sœurs, jeunes cercle du MPS, le bureau de soutien au MPS. Et ils nous ont amené du cache-nez, du savon, de l'eau de javel. C'est ce qu'on a besoin même en ce moment-là. Après la remise des masques, les membres du cercle de réflexion des jeunes du MPS ont installé le nouveau membre du bureau du département d'Araz El-Biyar, composé de 22 membres et dirigé par Ali Haroun. Et puis la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus de ce jeudi 20 août se présente comme suit. Sur 267 échantillons analysés, un cas confirmé en N'Djamena, un guéri, 0 décès, 27 malades sous traitement. Le nombre de cas confirmés est de 972. La coordination nationale de riposte invite la population à rester sereine, solidaire, vigilante et rappelle au respect strict de mesures barrières. À la ceinture, le coordinateur, professeur Choua Ouchemi. Dans un autre communiqué, la coordination nationale de riposte sanitaire au Covid-19 constate avec regret le relâchement général de la population dans l'application des mesures barrières alors que la maladie continue de sévir. Cette baisse de vigilance peut être lourde de conséquences pour notre pays et nos familles. À la veille des examens du baccalauréat, la coordination de riposte a fait appel au sens de responsabilité des élèves, enseignants, responsables administratifs, personnel d'appui et des parents. Plus que tout, la réussite de cet important événement dépend aussi de l'effort de chacun à l'observance stricte de mesures barrières. La coordination nationale de riposte appelle chacun à se sentir concerné par la santé de tous en appliquant les gestes patriotiques. À la signature, professeur Choua Ouchemi, coordinateur national de riposte sanitaire au Covid-19. Et sur ce, c'est la fin de cette édition. Merci à vous. Très belle soirée à toutes et à tous. Bonsoir et à demain, Inch'Allah.